Bonsoir. Bonsoir pour ce jeudi science. Donc pour les habitués, ils savent déjà, c'est un rendez-vous chaque premier jeudi du mois avec un auteur autour d'une thématique scientifique, un auteur du groupe Human 6. Et donc ce soir, nous accueillons Laurent Vercueil. Laurent Vercueil, il est neurologue hospitalier, il est chercheur en neurosciences à l'INSERM et il est l'auteur de La Belle au bois d'Ortel Vraiment. Et vous allez découvrir un tout autre visage à vos personnages de contes de fées. Et grâce à Antoine Boussin, qui va donc animer, comme tous ces jeudis sciences sont animés par Antoine Boussin. Donc vous allez découvrir vraiment des choses assez extraordinaires. Et j'en profite pour vous rappeler le programme des jeudis sciences. Donc chaque premier jeudi du mois, le prochain est consacré à l'astronomie. Et vous avez aussi une petite fiche qui existe dans ce programme. Nous, ça nous permet, c'est très facile à remplir, ça vous prendra quelques minutes. Ça nous permet de mieux vous connaître et donc de mieux vous servir. Et bien sûr, à l'issue de cette rencontre, vous pourrez poser des questions et vous procurer le livre de Laurent Vercueil. Nous avons la librairie Henri IV qui est avec nous. Un très bon libraire. Absolument. Très bon libraire, Olivier. Absolument. Boulevard Henri IV, juste au début du boulevard Henri IV. Quand vous allez vers la Bastille, c'est à gauche. Voilà, comme ça, vous y allez tous demain. Et ce soir, en tout cas, vous l'avez ici, donc c'est merveilleux. Et bien sûr, vous vous ferez dédicacer par Laurent Vercueil. Donc je vous laisse et je vous souhaite une très bonne soirée. Donc il était une fois. Merci, Olivia. Bonjour, Laurent Vercueil. Donc, vous êtes, comme Olivia vient de le rappeler, neurologue hospitalier au CHU de Grenoble, membre de l'Institut des neurosciences, de l'INSERM, au sein d'une équipe travaillant sur l'épilepsie. Vous avez écrit un livre en octobre 2017 qui s'appelle « Chatouille, parenthèse, et autres petits tracas neurologiques, ce que notre corps nous apprend sur notre cerveau ». Donc, est-ce que ce livre est complémentaire de Chatouille ? Il est assez différent quand même. Hein. La thématique du premier livre, c'était vraiment tous ces petits moments où tout d'un coup le corps se manifeste, où il semble nous échapper, que ce soit à travers le hoquet, le frisson, la chair de poule, le bâillement, etc. On va voir d'ailleurs s'il y a des gens. Et dans quelle mesure ça nous renseigne un petit peu sur le fonctionnement du cerveau, oui. Alors que là c'était vraiment un autre parti pris, donc c'est quand même une autre histoire. Oui, mais c'est intéressant parce qu'en effet j'ai parcouru votre livre et c'est sur des choses comme un fou rire, comme un hoquet, des choses qui arrivent comme ça tout d'un coup on pense sans aucune raison. Et vous décortiquez justement ce qui se passe dans le cerveau à ce moment-là. Voilà, d'une part, c'est un prétexte, une approche du fonctionnement du cerveau, donc ce qui m'intéresse à la base. Et puis c'est aussi un moyen de rappeler que c'est pas tellement que nous avons un corps, on a tendance un petit peu à avoir cette coupure, à l'impression qu'on est là-haut et puis on a un corps. En fait, nous sommes d'abord des corps. Historiquement, enfin, du point de vue évolutif, nous sommes d'abord des corps, et petit à petit, nous avons construit un système nerveux qui s'est complexifié, qui s'est élaboré en cerveau, etc., et pour finalement aboutir à la conscience, quelque chose de tout à fait fascinant. Et cette conscience, notamment, elle nous raconte des histoires à propos de ce qui nous arrive à nous, notre corps. Mais au départ, on est d'abord ce corps. Et il faut réconcilier un petit peu ce qu'on a l'impression qu'il se passe là-haut et ce qui se passe en bas. Parce qu'en fait, ça se passe d'abord là-bas. Et la chatouille, c'était un petit peu ça. C'est rappeler qu'on est ce corps, et qu'ensuite, on tricote un petit peu des histoires avec notre cerveau, parce qu'on a besoin de garder une cohérence à tout ce qui nous arrive. Donc finalement, vous voyez qu'il y a un petit lien avec ces histoires. Oui, c'est pourquoi je voulais vous poser la question. Alors, première phrase de ce livre, « Rien n'est trop merveilleux pour être vrai, si c'est compatible avec les lois de la nature ». Michael Faraday, 1791-1867. Pourquoi vous le citez au début de ce livre? Parce que pour moi, ça veut dire beaucoup. Faraday, c'est un inventeur anglais qui donc va être très actif au début de la révolution industrielle, au moment où tout d'un coup, on se dit, et on a un peu tort malgré tout, que la science va tout expliquer. Mais c'est quand même un petit peu l'émergence du positivisme, on se dit, ça y est, on va tout comprendre, on va tout comprendre. Et du coup, le merveilleux, on va pouvoir expliquer ce qui paraît merveilleux, ce qui paraît. Et le premier titre que j'avais proposé à mon éditrice, et elle en a choisi un autre, mais c'est son droit d'éditrice, hein, je ne lui reproche rien, c'était « Jamais trop merveilleux pour être vrai ». C'est-à-dire que le merveilleux, eh ben, on peut essayer d'aller s'y frotter et de voir si derrière ce merveilleux, il n'y a pas des choses réelles, du vrai, du vrai. Elle a eu raison de vous faire changer de titre. Hein. Ah bah oui, parce que La Belle au bois d'Ortel, vraiment, je dois dire que
dans un langage un peu familier, ça interpelle tout de suite. Il y a des assonances, hein, on Voilà. utilise beaucoup Belle au bois dormant. Alors moi, on va tout de suite briser une question qui m'a, dès que j'ai reçu votre livre, ça m'a ramené mais des années en arrière, alors qu'en fin de compte, vous faites le contre-pied de la psychanalyse, hein, c'est pas du tout un livre là-dessus, mais un des amis qui est dans la salle m'a dit, mais va-t-il parler de Brutto-Bettelheim ou même de Jung? Et je lui ai dit, non, il n'en parlera pas. Parce que Psychanalyse des contes de fées, c'était en 1976, si ma mémoire est bonne, ce livre a eu un retentissement Très important, colossal. bien sûr. 2 mots quand même. Alors, en fait, effectivement, il y a un clin d'œil, un neurophysiologie des contes de fées, forcément il y a un clin d'œil. Donc je brode un petit peu là-dessus, mais c'est clairement pas mon propos. Hein. En fait, Bettelheim, il n'est pas sorti tout seul comme ça du bois. Hein. Au XVIIIe siècle, au XIXe plutôt, les personnes qui sont intéressées aux contes à la suite de Perrault, Charles Perrault, les frères Grimm, qui vont aller collecter tous les contes et finalement les fixer par écrit, les premières personnes qui sont intéressées à ça ont vu dans les contes une optique éducative. L'idée, c'était, est-ce que les contes ne sont pas là, en fait, pour éduquer les enfants? Est-ce que, quand on raconte des contes, c'est pas dans une visée éducative? Et en fait, Bettelheim, avec... À quoi servent les contes? Voilà, c'est ça, à quoi servent les contes? Il a un peu prolongé ça avec, cette fois, la version psychanalytique, en se disant, ça va éduquer les enfants, ça va les préparer à des angoisses, à des complexes, etc., etc. Alors, moi, je me suis plutôt passé sur un autre versant, un petit peu d'approche des contes, qui est un versant qui est, par exemple, utilisé encore aujourd'hui par les ethnologues, ou les gens qui s'intéressent aux traditions orales, qui est de dire les contes nous racontent quelque chose de ce qui était la réalité de l'époque. Donc, des gens comme Bernadette Bricou, par exemple, que j'ai beaucoup lu, beaucoup apprécié en préparant ce livre, qui est une spécialiste des traditions orales, qui a beaucoup étudié les contes, elle décortique le conte en disant, en fait, il ne faut pas chercher des clés. Hein, il y a plein de livres qui sont les clés des contes, etc. Il faut voir ce que le conte nous raconte d'une réalité, de moments sociaux, de moments où les gens se réunissaient, où il se passait des choses. Et en fait, à travers les contes, on peut voir la trace de ça. Alors, pour moi, c'est là-dedans que je me suis engouffré. En me disant, s'il y a dans les contes les traces de quelque chose qui était une réalité à une époque où on n'avait pas la science médicale, neurologique pour expliquer ce qui arrivait aux gens, bah peut-être que des maladies qui ont existé depuis toujours avaient, à une époque, un autre cadre interprétatif relevant du surnaturel, du merveilleux. Si quelqu'un, tout d'un coup, se met à avoir un trouble du langage, à se comporter bizarrement, etc., c'est pas parce qu'il a un problème neurologique, c'est pas parce qu'il a un AVC, c'est parce qu'il est ensorcelé, ou il y a quelque chose qui se passe. Donc, tout ce registre, on peut essayer d'en trouver la trace dans les contes, et moi, avec l'œil du neurologue, en fait, décliner ce qui se passe en termes neurologiques, en disant, bah, c'est peut-être des faits cliniques. Faits, F-A-I-T, F-A-I-T-S, pas faits, F-E-E-S. Oui. Ce qui est intéressant, c'est au départ, vous nous faites comme un travail d'historien. Vous remontez d'abord le conte, c'est la tradition orale, donc c'est bien avant l'écrit, et ça revient même, vous le dites, au temps de la préhistoire. Oui, alors ça, c'est pas un travail que j'ai fait moi personnellement, Non, mais il y a des gens dont le travail de recherche consiste à essayer de tracer à travers les différentes déclinaisons des contes, de retrouver des espèces de schémas narratifs qu'ils font remonter comme ça, un peu à la manière des généticiens de population qui, en croisant, disent bah voilà, telle génétique explique l'évolution des sociétés. Ils font pareil avec les contes, avec les schémas narratifs, en disant bah voilà, tel conte, par exemple, on retrouve ça parfois des milliers d'années auparavant. Donc il y a vraiment une histoire des contes, et c'est ça qui m'intéresse beaucoup, c'est le fait que, si vous voulez, à la différence de récits créatifs, J.K. Rowling, Saint-Exupéry, Le Petit Prince, etc., il n'y a pas d'auteur. Il n'y a pas d'auteur, il n'y a pas quelqu'un qui tout d'un coup s'est dit tiens, je vais inventer le conte de Belle au bois dormant. C'est quelque chose qui vient de la nuit des temps, qui est un peu obscur, qui vient d'une espèce de connaissance très partagée et qui va marcher, qui va fonctionner, donc qui va être transmise oralement, de génération en génération. Et si c'est transmis, si c'est un tel succès, c'est peut-être possible parce que dans la réalité, on retrouve des correspondances jusqu'à nous. Et à un moment donné, bon, on les fixe par écrit, et puis on a une version qui est la version actuelle. Alors donc, si ce conte de la Belle au bois dormant existe depuis des siècles et des siècles, est-ce qu'on peut suivre l'évolution de l'histoire? Ah oui, il y a des Est-ce gens... qu'elle se fait toujours piquer le doigt? Est-ce qu'il y a toujours une histoire de baiser? Par exemple, alors, je ne vais pas dans un terrain où je suis complètement spécialiste. Hein. Moi, ça m'a beaucoup intéressé, je me suis passionné, mais il y a peut-être des gens qui sont beaucoup plus compétents que moi pour répondre à cette question. Mais par exemple, le conte Perceforest, qui est un conte qui date du XIIIe siècle, hein, il y a une femme comme ça qui se pique, qui s'endort brutalement.
qui se fait violer par un prince. Alors le consentement, vous voyez, il n'y avait pas. Qui va accoucher endormi. Et en fait, elle accouche de jumeaux. Il y a un des jumeaux qui, en tétant, on croit téter le mamelon, va téter le pouce et va retirer l'écharde qui l'endormait. Elle va se réveiller. D'accord. Vous imaginez, on est loin du conte fixé par Perrault. Hein. Oui, on est assez loin. Mais vous voyez ce fil narratif qui traverse les âges. Oui. C'est ça qui est fascinant. Donc votre question, parce que vous avez fait... Ça fait 10 ans hein, que vous travaillez sur ce sujet. Même plus de 10 ans. Parce ça fait 10 ans que vous faites des conférences. Ça fait 10 ans que vous rencontrez donc des gens qui vous posent des questions, qui vous font des analyses très personnelles. Mais ensuite, d'ailleurs, les gens me disent, vous devriez voir ce tel conte et ce personnage, je suis sûr qu'il a un problème. Alors pourquoi ce livre aujourd'hui? Qu'avez-vous appris pour déclencher ce livre aujourd'hui? J'aurais pu le déclencher encore, j'aurais pu attendre encore, hein, je suis d'accord. Hein, oui, on fera un tome 2. On se dit, allez, on y va, on se lance et on fait. Oui. Mais effectivement, je pense que j'aurais continué, j'aurais encore accumulé une casuistique encore plus importante. Oui, je suis d'accord. Alors, je vais lire les quelques phrases du 4e de couverture, à mon avis, que vous avez contresigné. Comment le sommeil peut-il surgir brutalement et plonger durablement une jeune fille dans l'inconscience? De quoi les lutins sont-ils faits? Pourquoi le film de Disney simplet rit-il à tout propos? De quel mal étrange souffrent les elfes? Que se passe-t-il dans la tête des personnages de Harry Potter? Heureusement que vous êtes venu, parce que moi, je ne m'étais jamais posé la question sur Harry Potter. Hein. L'auteur neurologue prend les contes de fées à la lettre et mène l'enquête. Si derrière les événements qui paraissent échapper aux lois habituelles de la physique et de la biologie, les sorts jetés, il va absolument falloir en parler, les personnages extraordinaires tels que les zombies, les garous, les vampires, se cachaient de véritables troubles neurologiques. Et votre livre, je dois dire, est d'une linéarité, d'une limpidité totale. Les premières pages, on est tout de suite captivé, et alors qu'on pourrait être un peu effrayé par votre talent. Alors, merci pour le compliment. Je dois faire une défense immédiate, parce que ça m'avait été reproché, de dire, mais enfin, vous désenchantez tout, vous désenchantez, voilà, on perd nos illusions. Du coup, moi, ça m'a rappelé une anecdote qui se passe entre l'entre-deux-guerres, avec André Breton et Roger Caillois. André Breton, le surréaliste qu'on ne présente plus, et Roger Caillois, peut-être moins connu, hein, mais vraiment à lire. Hein, je vous recommande de lire les bouquins de Roger Caillois, parce que c'est d'une intelligence remarquable. André Breton a récupéré, de Benjamin Perret, un autre surréaliste qui était parti faire un voyage au Mexique, récupéré des pois sauteurs. Et émerveillé, il monte les pois sauteurs à Roger Caillois, et on voit les petits pois qui sautent partout, vous savez, voilà. Et Roger Caillois lui dit, j'ai un petit canif, on va l'ouvrir, on va regarder ce qu'il y a dedans. Et André Breton monte sur ses grands chevaux, mais comment? C'est merveilleux, on ne va pas regarder ce qu'il y a dedans, on s'en fiche, c'est juste merveilleux. Alors, c'est vrai que moi, je suis un petit peu du côté de Caillois, j'ai envie de savoir ce qu'il y a dedans, parce que je suis curieux. Et la curiosité, c'est un peu notre moteur scientifique, voilà, on a envie de savoir. Mais je comprends très bien, André Breton aussi, on peut très bien garder le merveilleux. Quand on regarde un grand ciel étoilé, c'est merveilleux, et en même temps, quand on apprend les étoiles, le fonctionnement, etc., on écoute Jean Audouze, j'ai vu qu'il allait passer, c'est merveilleux aussi. Donc, le merveilleux contemporain, ça peut être aussi le merveilleux scientifique. C'est-à-dire que les explications, c'est aussi parfois absolument fascinant. Voilà. C'est juste la petite défense par rapport à ce risque du désenchantement. Ok, on essaie de voir ce qu'il y a dans la tête des personnages, c'est pas très beau, mais quand même, des fois, c'est assez étonnant. Alors, vous enseignez à vos élèves un principe, toujours remettre en question ce que l'on croit comprendre. Et vos têtes de chapitre sont avec des questions, en permanence. Il faut douter de tout. Là, il faut suivre le Dr House. Le Dr House a raison là-dessus. Il faut sans arrêt remettre en question. Le grand adage du Dr House, c'est « tout le monde ment ». Oui. Et moi, pour les étudiants à qui j'enseigne la neurologie, la médecine en général, je leur dis toujours « ne gobez pas ce qu'on vous dit ». Surtout vous. Posez-vous toujours la question. Ils sont en train de vous dire « ne gobez pas ce que je vous dis ». Oui, complètement. Parce que le meilleur moyen que vous avez d'aider le patient, c'est pas de recopier servilement ce qu'on vous dit sur lui, c'est de douter. Et vous pouvez arriver à la conclusion que finalement c'était correct, mais si vous doutez et que vous levez la lièvre, vous le rendez sacrément service. Donc je doute. Donc je me pose des questions et je doute. Par exemple, la Belle au bois dormant, est-ce que lorsqu'elle s'effondre, elle dort vraiment?
Ou est-ce qu'il y a autre chose qui peut mimer le sommeil, mais qui n'est pas du sommeil? Alors, hypothèse de départ, certains contes peuvent mettre en scène des cas cliniques neurologiques. Ils surgissent en bouleversant notre présence du monde. Et vous parlez d'un trouble qui vous a beaucoup occupé dans vos recherches, qui est l'épilepsie. Vous pouvez développer? Bah oui, parce que l'épilepsie, c'est typiquement un trouble neurologique qui a suscité énormément de représentations, de connotations, et encore aujourd'hui, pour voir ma pratique clinique, c'est essentiellement l'épilepsie, les gens, à quel point ils sont handicapés par ces connotations sur l'épilepsie, qui reste une maladie extrêmement difficile, très, très stigmatisée, honteuse, à cause de ça, à cause des représentations que ça va susciter, qui sont de l'ordre du mythe, etc. Donc, alors, ce qui en remonte un petit peu quelques centaines avant, c'était bien sûr les sorts, la possession, etc. Ça, on est là-dessus. Et les sorcières et la possession, mais vous allez nous en parler. Parce que c'est trois passages Alors, très importants. Ça avance, c'est-à-dire qu'on n'arrête pas le 10 février prochain, donc c'est lundi, là, on organise, et partout en France c'est le cas, au cours de la Journée internationale des épilepsies, des communications grand public où on répète un petit peu tout ce qu'on a à dire chaque fois sur l'épilepsie. Mais bon, on rame, on a du mal à passer les messages. Vous dites que comment les troubles du fonctionnement du cerveau ont pu conduire à l'interprétation du merveilleux. Voilà. Alors ça, c'est un petit peu propre à la neurologie, je pense. C'est-à-dire que, si vous voulez, le système nerveux, c'est notre système de relation aux autres et au monde. On est en relation. Donc quand ça s'altère, eh ben, ça pose beaucoup de questions. Je suis pas Quand sûr le merveilleux s'altère, vous dites. Non, quand le système nerveux s'altère, Oui. ça va soulever des questions. Alors aujourd'hui, si par exemple tout d'un coup, là, pendant que je vous parle, je me mets à avoir un trouble du langage, on appelle en neurologie une aphasie, alors une aphasie un petit peu particulière, qu'on appelle l'aphasie de Wernicke, qui fait que tout d'un coup, ce que je dis n'a plus de sens. Je mets trompe le fusnier, les cresslep je peux fleu. Vous allez vous dire, ben là, l'orateur, il a un AVC, il faut vite appeler le SAMU, etc. Et le syndrome de Tourette aussi, à ce moment-là, pourrait arriver. Le syndrome de Tourette, mais ça va frapper. Si je vous dis, oh, je ne me sens pas très bien, je suis un peu barbouillé, j'ai un peu mal au ventre, bon, ok, on va essayer de voir ce qu'on peut faire pour aller boire un petit peu d'eau, etc. Ça va moins susciter d'interrogations et ça sera moins susceptible d'expliquer ça. C'est pour ça que c'est quand même une neurophysiologie des contes de fées. Je ne suis pas sûr qu'une gastro-entérologie des contes de fées me fonctionnerait, par exemple. Vous voyez, ça serait ça un peu le problème. Bon, très bien. Donc vous avez découpé votre livre en plusieurs paragraphes et il y a un gros paragraphe sur les sorts. Les sorts, jeter un sort. Vous analysez ça évidemment dans l'histoire parce que ça fait partie de notre quotidien. On en parle beaucoup de jeter des sorts. Et pas qu'à la campagne, dans le Berry, dans des régions un petit peu obscures comme ça. Pourquoi c'est aussi important dans votre analyse? Parce que les sorts, c'est ce qui arrive tout d'un coup et qu'on a du mal à expliquer. C'est-à-dire que avant le sort, tout va bien. Et après le sort, tout a changé. Quand Jeanne Favre-Saada, qui est une anthropologue célèbre, a étudié les sorts dans le bocage normand, elle dit bien qu'il y a des sorts, les gens reçoivent des sorts, et pourtant, il n'y a pas tellement de sorciers ou de sorcières. Elle ne trouve pas de sorciers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des gens à qui il arrive des choses, des bricoles, des gros problèmes parfois. Et la seule façon d'expliquer ça, c'est de se dire, c'est que j'ai un sort. Donc, c'est assez intéressant pour le neurologue, parce qu'en fait, on va être devant des gens qui vont bien, qui n'ont aucune raison d'avoir des problèmes, et qui tout d'un coup vont avoir des difficultés, alors, comme je le disais, à parler, à s'exprimer, à bouger, voilà. Et la question, c'est pourquoi? Donc si on est aujourd'hui, comme je le disais avec l'exemple du langage, vous appelez le SAMU, et puis on va m'embarquer à l'hôpital, mais si on est 500 ans en arrière, on n'a pas ce registre d'explication, on n'a pas quelqu'un qui parle bizarrement, il a peut-être un problème au cerveau. On n'a pas ces connaissances. Donc il a un sort. Les sorcières sont présentes dans à peu près tous les contes. Oui. C'est pas elle qu'on la place la plus importante, mais on pourrait presque le dire, non? Oui, il faut bien quelqu'un pour jeter des sorts. Ouais. Voilà. C'est la sorcière. Ouais. Alors la sorcière, je la mentionne dans mon livre, je lui consacre un chapitre, tout en précisant bien que je ne souhaite pas du tout la neurologiser, la médicaliser. Je ne pense pas du tout que ce soit un personnage auquel on puisse appliquer la neurophysiologie des contes de fées. La sorcière a vraiment une fortune aujourd'hui, notamment grâce au livre de Mona Chollet. Je pense que beaucoup d'entre vous ont dû le lire. Il est vraiment remarquable. Moi, j'ai beaucoup apprécié ce bouquin. Elle n'a rien de neurologique, et pourtant, je l'ai quand même abordé pour une raison, alors, qui est un petit peu moi de mes trucs à moi, qui est que la sorcière a-t-elle un cerveau spécial? Voilà, c'est ça un petit peu que j'ai voulu pas dans le sens neurologique,
mais dans le sens cerveau masculin, féminin. Vous ne pouvez pas leur répondre un petit peu quand même à cette Oui, question? je peux. Alors, en fait, la réflexion est partie du bouquin de Mona Chollet. Sur la fin du bouquin de Mona Chollet est on la sent un peu partagée. J'ai l'impression qu'elle n'a pas tranché la question en disant, bon, c'est un bouquin très féministe, et à juste titre, et qui argumente très 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 bien le féminisme sur voilà, tout ce qu'on va rejeter chez la femme. Une femme ne peut pas vieillir, une femme ne peut pas ne pas avoir d'enfants, une femme, etc. Vraiment remarquable, très bien argumenté. Et à la fin, elle achoppe un petit peu, à mon avis, ensuite elle n'est pas là pour se défendre, sur le fait que dire, est-ce qu'il y a quelque chose de spécial à la femme quand même? Il y a un féminisme qui dit, non, il n'y a rien de spécial à la femme. Le cerveau masculin et le cerveau féminin, c'est la même chose. Vous avez sûrement entendu dire ça, cerveau homme, cerveau femme, égale identité. C'est pas exactement ce que vous pensez. Mais non, parce qu'ils sont différents. C'est évident. Et en fait, je pense que l'illusion, c'est de penser que pour être égaux, on doit être identique. Et c'est pas ça. On a besoin d'égalité parce qu'on est tous différents. C'est-à-dire, on a tous des cerveaux différents, et c'est à ça que ça sert l'égalité. Si on était vraiment identique, on n'aurait pas besoin d'égalité. L'égalité est quelque chose d'humain au sens de social, à construire ensemble, sur quoi il faut se battre, c'est évident. L'identité biologique, c'est autre chose. C'est quelque chose qui est biologique. Enfin, oui, vous dites ça sur une radio de grand public demain matin, je me fais tuer. Vous allez vous faire assassiner. Ouais, je sais. Et pourtant, alors, ceci dit, il y a un autre féminisme qu'on appelait à une époque différentialiste, qui dit il y a quelque chose de spécial à la femme est dans le care, la femme est dans etc. Donc, même au sein du féminisme, c'est pas tranché, mais enfin, biologiquement, les cerveaux sont différents, et c'est pas grave, parce qu'on est tous différents. Et que, au contraire, ça nous motive beaucoup pour travailler pour l'égalité, parce que c'est pour ça qu'on a besoin d'égalité, parce qu'on est différents, parce qu'on est grands, petits, voilà, qu'on n'a pas tous les mêmes traits, on n'a pas tous, voilà. On pourrait leur répondre quand même que côté féminisme, vous avouez que c'est les sorcières qui sont les femmes les plus puissantes. Elles sont extrêmement puissantes. C'est elles qui ont le pouvoir, c'est elles qui sont puissantes, beaucoup plus que les hommes. Oui, bien sûr. Alors, allons sur les personnages. Puisque le diable, le démon, justement, c'est la question que vous posez. De quoi le possédé est-il la possession? Et vous prenez une phrase tirée de L'Exorciste, ce film, qui est un des plus grands films sur la possession, où le neurologue dit dans L'Exorciste, le problème de votre fille, ce n'est pas son lit, c'est son cerveau. Parce que, alors, peut-être que tout le monde n'a pas vu l'exorciste, mais vous vous rappelez, elle a des mouvements normaux qui sont tellement importants que le lit saute dans tous les sens et que ça fait du bruit dans la maison, etc. Et donc, la mère rapportant ça, le neurologue lui répond, il est assez pédant, non, c'est son cerveau. Et puis finalement, ça s'avère ne pas être son cerveau, dans l'exorciste, c'est le diable. Oui. Mais alors que la possession, alors quelque chose qui remonte bien avant l'histoire de l'exorciste, etc., c'est-à-dire que les possédés de Loudun, etc., en gros, des gens qui ne s'appartiennent plus, et même à titre métaphorique, quand on dit il est possédé par une passion, c'est qu'il ne s'appartient plus. On n'est plus soi-même. Je suis possédé par ma passion, j'achète des timbres, toute ma fortune part dans des timbres, c'est terrible, mes enfants crèvent la dalle et j'achète des timbres. Il est possédé, qu'est-ce qui se passe? Donc la possession, c'est plus appartenir. Il se trouve que, à la fin début des années 90, plutôt, un neuropédiatre canadien a décrit des jeunes garçons qui, tout d'un coup, avaient des mouvements anormaux, des crises d'épilepsie, des hallucinations, des troubles psychiatriques, etc., et puis qui pouvaient évoluer spontanément. Et de lui-même, il s'est dit, ça ressemble un petit peu à ce qui était décrit à une époque comme étant de la possession. Et au début des années 2000, enfin 2005 par là, on s'est rendu compte qu'il y avait une inflammation du cerveau qu'on appelle une encéphalite, avec des autoanticorps. Autoanticorps, c'est le système immunitaire qui sécrète des anticorps contre un élément du soi. C'est-à-dire que normalement, le système immunitaire, il est là pour reconnaître le soi du non-soi et attaquer un virus, le coronavirus débarque, vous avez vos anticorps qui tuent le coronavirus. Enfin, j'espère. Et donc, il ne reconnaît plus comme étant soi une structure du cerveau. Et c'est ça qui va produire les symptômes. Et alors le plus fascinant, et donc c'est comme ça qu'on sait que maintenant que les encéphalites à anticorps anti-récepteurs NMDA, donc cette partie-là du cerveau qui est plus reconnue comme étant soi, va donner des tableaux qui sont tout à fait ce qu'on décrivait à l'époque comme étant des possessions, avec des possibilités
certaines de ces encéphalite évoluent spontanément favorablement. C'est-à-dire qu'on peut avoir comme ça des jeunes gens, des jeunes garçons qui vont avoir tout le cortège de signes, crise, mouvements anormaux, hallucinations, troubles du comportement, qui vont guérir. Et alors je trouve particulièrement fascinant et savoureux le fait que la possession s'avère être effectivement une maladie auto-immune où une partie de soi n'est plus reconnue comme soi. Vous imaginez le vertige? La possession, ne plus être soi-même, c'est ça. C'est que le système immunitaire ne reconnaît plus nous-mêmes comme étant soi-même. L'étranger étant nous. Dans le chapitre sur les sorts, vous évoquez un syndrome. Il va falloir que nous l'expliquiez, peut-être que les gens le connaissent dans la salle, le syndrome de Klein-Levin, qui atteint surtout, alors là, curieux par rapport au sexe, surtout des adolescents masculins. Oui, 80% masculins. Expliquez-nous ça. Donc, le syndrome de Klein-Levin, alors, c'est intéressant, aux États-Unis, on parle aussi de Sleepy Beauty Syndrome, donc le syndrome de la beauté endormie, donc de la belle au dormant. Ce sont des adolescents qui, subitement, vont présenter des périodes de sommeil très profonds, très prolongées, sur plusieurs jours, parfois plusieurs semaines, et récurrents. Donc, c'est la raison pour laquelle les neurologues qui ont décrit ça ont appelé ça le syndrome de la belle au dormant. Alors, majoritairement des adolescents de sexe masculin, mais ça peut être aussi féminin, avec, de façon inexplicable, des ados qui vont dormir alors bien au-delà de ce qu'ils dorment déjà pas mal habituellement. Bon, on parlait du diable, dites-nous quand même, parce que le diable, le démon ou Satan sont des personnages, avec les sorcières, récurrents de tous les contes. Comment ils sont arrivés à être récurrents dans les contes, ceux-là? Il faut un être malfaisant. De toute façon, à partir du moment où il nous survient quelque chose de désagréable et qu'il faut trouver un coupable, soit le coupable est désigné dans l'entourage, mais ça va créer des problèmes sociaux, soit il est renvoyé à un surnaturel un petit peu plus éloigné, extrêmement puissant, et là, le démon est tout bien placé pour recevoir l'imputation de la cause. Et les zombies, alors? Parce qu'aussi, ils arrivent très souvent, les zombies. Les propriétés neurologiques des zombies. Alors, voilà, les zombies, c'est un peu aussi une illustration de comment je procède. C'est-à-dire que donc, le zombie, c'est un personnage donc, qui a vraiment des origines assez larges, qui sont un peu concrétisées donc, à travers le zombie haïtien, du vaudou, etc., qui a été repris ensuite par Hollywood avec les films de zombies, les morts vivants, les Walking Dead. Vous voyez, on est quand même dans quelque chose qui a de multiples déclinaisons avec différentes apparences, etc. Mais il n'empêche que derrière, il y a des constantes, il y a une espèce d'invariant, il y a quelque chose qui est rémanent à travers ça, qui est en gros quelqu'un qui marche bizarrement, ça choque quand même, un zombie il ne marche pas normalement, il marche les pieds très écartés, un peu saccadé comme ça, et puis il paraît vide. On n'a pas l'impression qu'il y a une lumière d'intelligence remarquable. Il a un corps mais pas d'esprit. Voilà, l'esprit n'est pas là, le corps est là, exactement, c'est un corps sans esprit. Alors, sur le plan neurologique, on se dit, donc, s'il marche de façon très écartée, etc., c'est qu'il y a peut-être un problème d'équilibre. Et on a un organe qui est fondamental pour nous déséquilibrer, notamment pour de la marche, c'est le cervelet. Le cervelet, la petite partie qui est à l'arrière du cerveau, qui est un calculateur prodige, qui nous paramètre tous nos mouvements dans les détails de vitesse, accélération, ajustement, etc. Deuxième chose, si il a l'air si vide à l'intérieur, c'est peut-être parce qu'il n'a aucune mémoire et qu'il est dans un au fur et à mesure permanent. Et ça, la structure qui nous permet d'avoir les souvenirs à mesure, qui éventuellement vous laissera des souvenirs de la soirée, c'est l'hippocampe, c'est les hippocampes. Or, il se trouve que le cervelet, ici, les hippocampes à l'intérieur de la région temporale interne, ce sont les deux structures qui, dans le cerveau, sont les plus sensibles à l'anoxie, c'est-à-dire à la privation d'oxygène. C'est-à-dire que si malheureusement on fait un arrêt cardiaque, mais qu'on est quand même réanimé, les deux premières structures qui vont souffrir le plus de ça, qui auront des séquelles, vous dites. Qui auront des séquelles, ouais. C'est le cervelet et l'hippocampe. Ce qui veut dire que arrêt cardio-respiratoire, réanimation mais souffrance anoxique, défaut d'oxygène pendant un certain temps, lorsqu'on revient à soi, on a des gros problèmes d'équilibre, on est un peu saccadé comme ça, et on a des difficultés à créer du souvenir à mesure. Pourquoi le zombie est zombie? Parce qu'il a déjà fait un arrêt. C'est un mort-vivant. On est exactement dans ce qui se passe avec le mort-vivant. C'est pour ça que vous citez Victor Hugo à un moment, les morts sont les invisibles, mais ils ne sont pas les absents. Ouais, les morts sont Victor Hugo, 1865, discours sur la tombe d'Émilie, quand même, mais bon.
Et avec cette question, peut-on bouger après sa mort? Ouais. Alors ça, c'est parti d'un conte qui est peu connu, hein, des frères Grimm, qui s'appelle l'enfant... Alors, le terme allemand, je vais sans doute mal le traduire, mais ça peut être traduit un petit peu comme l'enfant entêté, et qui est un enfant voilà, qui est extrêmement désobéissant, qui en fait qu'à sa tête. Vous voyez, on est encore dans le cerveau. Hein. Et bref, qui met sa mère au supplice. Et comme dans les contes, on ne fait pas trop dans le détail, il meurt. Il meurt et il est enterré. Et sur la tombe, encore fraîche, tout d'un coup, il y a la main qui sort. La main qui sort de la tombe fraîche, ça c'est une image qui est extrêmement récurrente. Hein. Rien que l'an dernier, en 2019, je crois qu'au Festival de Cannes, il y avait 3 films de zombies, dont un, avec l'affiche, c'était une main qui sortait de la terre. Oui, vous voyez, et alors pour ceux qui aiment bien les films un peu à sensation, je vous rappelle le final de Carrie, le bal de l'horreur, hein, de Brian De Palma. Hein. Ça ne vous dit rien? Vous ne vous rappelez pas? Si, Il y en a qui oui. se rappellent et qui hochent la tête. Hein. On ne dévoile rien pour ne pas divulgacher, mais... On se détourne des cimetières pendant quelques jours après. Voilà. Après Alors, donc, ouais, pour finir avec le conte, donc, la mère remet le bras dans la tombe, puis ressort, puis remet... Enfin, vraiment, il est entêté, alors qu'il est bien décédé, c'est sûr. Hein. Et en fait, ça soulève la question, est-ce que les gens ont pu voir parfois des mouvements chez des gens décédés? Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on peut voir ça? Et effectivement, on peut voir ça. On peut voir ça, c'est-à-dire que, par exemple, mon activité clinique, notamment, c'est d'enregistrer des activités EEG pour déclarer les gens en mort encéphalique, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'activité dans le cerveau, et on sait très bien que chez ces gens-là, qu'on va déclarer en mort encéphalique, c'est important d'être déclaré en mort encéphalique parce que vous savez qu'on peut faire des prélèvements d'organes et greffer des gens qui sont en liste d'attente depuis des années, etc. Et bien on sait très bien que ces gens-là peuvent bouger en réponse à des stimulations, par exemple, alors qu'on sait qu'ils n'ont plus d'activité dans le cerveau. Pourquoi? Parce qu'en fait, au niveau de la moelle, on a des systèmes réflexes qui peuvent très bien nous faire bouger. L'un des plus impressionnants, moi, qui m'a toujours fasciné, c'est le head-to-side, où on stimule un côté. Donc, pendant l'EEG, on doit stimuler pour regarder la réactivité électrique cérébrale. Est-ce qu'on peut arriver à susciter une activité électrique dans le cerveau? On stimule, et le sujet, il tourne la tête comme ça. On stimule de l'autre côté, il tourne la tête comme ça. Et le plus impressionnant, alors moi, heureusement, je n'ai jamais vu, c'est ce qu'on appelle le signe de Lazare, pas pour rien, où on stimule les gens en mort encéphalique. Hein, mort encéphalique, c'est-à-dire aucune activité dans le cerveau, point de vue électrique, et si on fait un scanner, on regarde si ça circule encore, si les vaisseaux amènent du sang, il n'y a pas de circulation. C'est-à-dire que même le sang ne rentre pas. Donc il n'y a plus rien. Le signe de Lazare, on stimule, et le sujet se redresse dans le lit comme ça, et il lève les bras. Hein. Tout ça avec la moelle. Voilà, c'est impressionnant. Hein. Bon, je suis un peu silencieux, là, je dois dire. Ouais. J'aimerais bien que ça m'arrive de voir ça remarquer. Ah oui, ça doit amuser les proches. Oui. Bon, alors on peut pas s'arrêter à chaque chapitre de ce livre parce que d'abord, vous aurez l'occasion de l'acheter, de le lire, mais on devrait parler quand même des personnages clés des contes que vous citez, le loup-garou quand même. Parce que vous pourriez parler du lutin domestique, mais le loup-garou. Ouais. Un mot sur le loup-garou. Alors, le loup-garou, c'est très intéressant parce que, en gros, si on essaie d'approcher ça de manière un petit peu clinique, on se dit, bon, quelles sont les caractéristiques du loup-garou? Il intervient la nuit, il a un aspect effrayant et il se comporte de manière assez agressive. Déjà, à la fin de la journée, ça commence à devenir un peu difficile. Hein. Alors, déjà en fin de journée, il se passe des choses dans le cerveau dont je parle, qui font qu'on a une tendance à être plus agressif. Ça, c'est assez intéressant. Ou même une augmentation des suicides. Mais enfin, c'est un autre sujet. Oui, mais c'est le même sujet, hein, c'est pareil. Et alors, si on se replace à nouveau, mettons 500 ans en arrière, des gens dont l'apparence va conduire la communauté villageoise, par exemple, à les stigmatiser, à les rejeter. Alors, par exemple, les dermatologues, on se dit, ben voilà, le loup-garou, peut-être que l'origine, c'était des gens qui avaient une maladie de la peau, qui font qu'ils sont couverts de poils. C'est-à-dire qu'ils ont la pilosité n'est pas limitée à la barbe, etc. Ils sont couverts de poils. Donc, si on est couvert de poils, à une époque, ça pouvait être mal interprété, hein, à nouveau. Et donc, les gens sont rejetés. S'ils sont rejetés hors du village, ils vont vivre dans les marges, un peu autour, et puis ils vont essayer de subsister. Et une manière de subsister, c'est de venir la nuit, quand tout le monde dort, pour chaparder des poules, pour récupérer de quoi manger. Et si on les surprend à ce moment-là, ils vont se défendre, ils vont être agressifs. Ou manger des petites filles. Alors, peut-être pas manger des petites filles, mais en tout cas, vont faciliter l'interprétation comme étant des êtres maléfiques qui non seulement sont répugnants à voir, mais en plus se conduisent de façon mauvaise. Alors, une des propositions d'un neurologue anglais, c'était que ça pouvait être une maladie génétique qui s'appelle la porphyrie congénitale, où en fait, les gens ont
une photosensibilité, c'est-à-dire que la peau est très sensible à la lumière du soleil, donc ils doivent rester cachés le jour. Ils ont vite des ulcérations, donc ils ont très vite une apparence, malheureusement à cause des scarifications, etc., qui est très effrayante. Ils ont une coloration tégumentaire qui font qu'ils ont les dents rouges, avec un aspect effrayant au niveau de la mâchoire. Et si on tombe la nuit villageoise sur ces gens-là en train d'essayer de récupérer de quoi manger, ils font très peur, et eux se défendent, donc ils peuvent être agressifs. Vous voyez l'enchaînement? Ah oui, oui. Oui. Je trouve ça fascinant, ces histoires dans votre livre, c'est absolument... La dernière phrase du livre, c'est, vous dites, on a de toute façon besoin de merveilleux. Mais entre ce que vous développez et le merveilleux des contes, on navigue avec plaisir. Alors, pour la fin, la dernière question, j'aimerais que vous répondiez à Esprit es-tu là? Parlez-moi des fantômes. Parce que ça, c'est dans tous les contes, c'est dans les croyances populaires, et pas que dans les châteaux écossais. Parlez-nous des elfes aussi, et puis après on laissera le public poser des questions. Alors, les fantômes, ça relève d'une propriété du cerveau, qui est que nous fonctionnons avec des modèles internes. C'est-à-dire que tout ce qu'on voit, tout ce qu'on imagine, est reproduit dans notre cerveau sous la forme de représentations internes qui peuvent être indépendantes de la réalité. C'est-à-dire qu'on peut très bien imaginer, je peux imaginer une chèvre rouge, personne n'a jamais vu de chèvre rouge, et là, je peux créer une représentation qui est indépendante. Et ces représentations, elles concernent non seulement le monde extérieur, mais aussi notre propre soi. C'est-à-dire que les yeux fermés, je sais très bien où est ma main, comment est-ce qu'elle est ouverte, etc. Donc, il y a ce monde interne qui est une modélisation du monde extérieur et du corps, on va dire. Lorsque quelque chose va faire défaut dans le monde environnant, le modèle interne persiste, lui. Donc, par exemple, si je me coupe le bras, ma représentation interne du bras va rester. Donc ça, c'est identifié comme étant le membre fantôme. C'est-à-dire que les gens qui ont un membre fantôme, qui ont été amputés, perçoivent encore leur bras. Ils voient bien qu'il n'est pas là, mais ils perçoivent le bras. Ils peuvent le décrire, dire même dans quelle position il est. Il y a des gens qui peuvent avoir des mouvements des bras. Il y a des histoires, par exemple, d'amputation de certains organes qui continuent d'exister. Voilà, ça peut être valable pour beaucoup de choses parce qu'on conserve ce moment. Alors, jusqu'à quel point on peut garder ça? Dans les deuils, les gens qui ont partagé... Jusqu'à quel point même c'est l'esprit qui revient, et pas forcément un membre. Oui, c'est ça. Ça peut être jusqu'à l'esprit. Mais par exemple, si on prolonge un petit peu ça au-delà de simplement de l'orientation corporelle, ça peut concerner un proche. C'est-à-dire que les couples qui vivent des années, 30 ans, 40 ans, 50 ans ensemble, qui ont cette espèce de communauté d'esprit, en fait. Si l'un des deux vient à disparaître, les autres racontent qu'ils sentent encore la présence de la personne dans la pièce à côté. Souvent dans le lit, la place est là et la personne est là. Vous voyez, c'est-à-dire qu'elle est vraiment là. C'est-à-dire que les traces neuronales, en quelque sorte, inscrites dans le cerveau, continuent de subsister après la disparition de l'objet. Un objet, par exemple, vraiment un objet, des lunettes. Moi, je porte des lunettes pour lire. Je les mets souvent, je les relève comme ça. Puis ensuite, j'en fais autre chose. Et puis, je les cherche. Et tout d'un coup, je les sens, elles sont là. Elles sont là, puis en fait, non, elles s'y sont pas, parce que je les ai déplacées. Mais pourtant, je les sentais. C'est-à-dire que j'avais vraiment la trace de leur présence. C'est des lunettes fantômes, en pratique. C'est-à-dire qu'elles sont présentes alors qu'elles ne sont pas là. Voilà. La définition du fantôme, c'est quelque chose qui est là alors que ça n'existe pas. Les elfes et le syndrome de Williams d'Engelmann. Une naissance sur 10 000. Ouais. Alors, les elfes, c'est ce personnage. Alors là aussi, les elfes, si vous voulez, tous ces personnages qui ont eu un grand succès, une grande vogue, ils ont connu plein de déclinaisons. Et les elfes, aujourd'hui, on se les représente un petit peu avec l'imaginaire de Tolkien, et surtout les traductions cinématographiques de Tolkien, les films de Peter Jackson, donc ces êtres très élancés, très évanescents. En fait, si on remonte un petit peu vers la mythologie, c'était pas ça. Les elfes, c'était des petits êtres, alors effectivement des forêts, des bois, avec des caractéristiques à la fois physiques, un petit nez retroussé, une grande bouche, et puis comportemental, des êtres très très sociaux, très amicaux, et qui sont très doués pour la musique, par exemple. Et ça c'est resté. Par exemple, quand vous regardez, vous lisez Le Seigneur des Anneaux, les elfes gardent un petit peu ce goût pour la musique, cette communication. Il se trouve que il existe un syndrome génétique, c'est un syndrome de Williams, qui a beaucoup intéressé les
les chercheurs, parce que c'est un espèce de miroir de l'autisme. Beaucoup moins fréquent que l'autisme, mais complètement en miroir. C'est-à-dire que autant les enfants autistes ont beaucoup de difficultés avec le langage, autant les elfes je me fais contaminer, le centre de Williams sont très doués pour le langage. Les centres de Williams ont une capacité empathique absolument extraordinaire. C'est-à-dire qu'ils arrivent à sentir très bien comment vous êtes, comment vous vous sentez. Les gens qui prennent soin d'eux, parce que malgré tout, ils ont de gros handicaps, de grosses difficultés d'apprentissage, etc. Donc ils sont souvent dans des institutions spécialisées. Et les gens qui s'occupent d'eux disent, le matin j'arrive, je suis un peu froissé par quelque chose. Ils arrivent et disent, qu'est-ce que tu as? Tu es pas bien? Qu'est-ce qui se passe? Ils arrivent à sentir des choses étonnantes au point de vue empathique. Et ont un goût pour la musique, ont un goût, donc sont très amicaux, en fait, arrivent à avoir vraiment une parenté avec la figure de l'elfe qui était remarquable. Laurent Vercueil, je vais lire les quelques lignes du postlude pour terminer cet entretien. Ce livre n'est pas celui d'un ethnologue, d'un philologue ou d'un spécialiste de la tradition orale, c'est celui d'un neurologue. Ça, on l'a compris en vous écoutant au bout de 3 quarts d'heure. Aussi se saisit-il d'une question et d'une seule, et s'il y avait un fond de vrai? Et si derrière le monde enchanté qui peuple ces histoires d'un autre temps, il y avait un double fond et du réel? Et vous citez cette phrase de François Coupry, qui est magnifique, que vous avez trouvée dans son texte « Notre société de fiction » en 1996, que vous auriez pu mettre aussi au début du livre. Hein. Ce n'est pas le réel qui engendre la fiction, afin de se donner un sens, c'est la fiction qui crée le réel avant de se donner une vérité. Oui, tout à fait. Il y a aussi une phrase que j'ai mise, qui est de Simone Weil, qui dit que notre existence, alors je ne connais pas par cœur, hein, mais en gros est composée à 3/4 de fiction. Et vous voyez qu'on retombe un petit peu sur nos pieds, parce que c'est ce que je disais au début à propos du précédent livre, Chatouille. C'est-à-dire que notre conscience, notre machine à nous raconter des histoires, elle vient pour ça, en fait. Elle vient nous dire, ah ben ce soir je suis venu écouter Laurent Vercueil, parce que moi je suis du genre à m'intéresser à ça, et puis j'aime bien les questions comme ça, et puis c'est un livre, tiens, j'aimerais bien le lire. Vous voyez, dire que on vit dans des récits de ce qui nous arrive, ce qui arrive à nos proches, etc., qui sont très utiles parce que ça nous permet de garder une cohérence à tout ça, mais qui ont une part de fiction. Et on accepte ça, parce que ça fonctionne, ça marche. Mais on peut enrober les choses. Des questions à Laurent Vercueil. En avez-vous, monsieur? Peut-être le micro fonctionne, là. Voilà. Bon, j'ai pas lu votre livre, donc pas encore. Donc, mais je trouve que d'entrée de jeu, vous avez été un peu contradictoire. Vous bottez en touche avec Bruno Bettelheim en disant de toute façon je ne m'intéresse pas à la psycho par rapport à ça, c'est pas mon problème, je suis neurologue, etc. Et puis vous dites juste après, il faut voir d'où tout ça vient, il y a tout un passé historique, il y a toute une série d'histoires, il y a toute une mythologie, hein, bon. Et là on est un peu dans Bettelheim, on n'est pas quand vous dites ça. Et alors, une chose m'a frappé, parce que je n'ai pas lu votre livre, mais j'ai regardé en détail, j'ai regardé notamment sa bibliographie. Pas une seule fois, vous citez, par exemple, Marie-Louise Van Frans, qui a écrit, quand même, et même pour une fois traduite en français, qui est une psychologue jungienne, je le précise, et qui a écrit au moins une dizaine de livres sur, justement, les contes de fées, et la femme dans les contes de fées, et toute une série de choses dans les contes de fées. Et qui tombe toujours sur cette idée des archétypes. Donc les archétypes, au fond, ça répond assez bien à ce que vous disiez au départ, hein, sur ce passé ancien où tout ça est inscrit. Donc vous avez botté en touche, mais en même temps, on est en plein dedans. Bon. Oui. Laurent Vercueil, répondez. Non mais, si vous voulez, bon, vraiment, c'est pas un domaine que je maîtrise, donc je ne veux pas aller là-dedans, même par... voilà, pas dire de bêtises, qui serait... deux choses. La première, c'est vraiment, je ne suis pas allé sur le terrain de la fonction du conte. Vous voyez, à quoi ça sert, ce que vous disiez au début, à quoi ça sert? Moi, je suis plutôt sur la question, c'est un peu ce que je disais sur la, si vous voulez, cette vision éducative du conte. Est-ce que les contes sont là pour transmettre quelque chose de précis à un enfant, pour l'éduquer, pour participer à son édification, etc., etc., l'exposer à des angoisses, voilà. Donc,
moi, c'est pas tellement là-dessus que je vais, enfin, c'est pas du tout là-dessus que je vais, Ouais. c'est plutôt sur, est-ce que c'est pas un témoignage de quelque chose qui a existé un jour? Alors, maintenant, ceci dit, je suis d'accord sur la fonction de l'imaginaire, parce que, bien sûr, il y a quand même de l'imaginaire, hein, et donc l'imaginaire, il ne vient pas de nulle part, il y a sûrement quelque chose qui fonctionne derrière. Alors, est-ce que c'est des archétypes jungiens? Vraiment, je ne sais pas du tout, hein, mais l'imaginaire, le côté collectif de l'imaginaire, parce que c'est peut-être un peu ça, hein, j'accepte l'idée qu'on ait un peu la même chose en tête là-dessus, et que ça façonne notre façon d'interpréter le réel. Donc voilà, moi je suis pas allé par souci aussi d'honnêteté, hein, de pas rentrer là-dedans, alors que je ne maîtrise pas du tout ça, hein, bien sûr. Mais je ne vais pas forcément penser que ça joue pas, quoi, que l'imaginaire joue pas. Je pense que ça joue, bien sûr. Mais moi, si vous voulez, je suis persuadé qu'il y a ce cercle. C'est un peu l'histoire de la fiction de nos récits, etc. Entre réalité, hein, récit, imaginaire, réalité, récit, imaginaire. Par exemple, un bouquin très très bien, alors je pense que je l'ai cité en biographie parce que vraiment je trouvais super, d'Éric Buffetot. Éric Buffetot, c'est un paléontologue, sur les fossiles et les croyances. Fossiles et croyances. De quelle manière, ce dont je parle en fait, hein, c'est-à-dire, en l'occurrence c'était les géants, l'imaginaire des géants a nourri l'interprétation des fossiles. C'est-à-dire que les fossiles, on en trouvait au XVe siècle, on trouvait des fossiles. Mais on n'avait pas les moyens de dire c'est des dinosaures, ou on disait c'est des géants. Vous voyez, c'est-à-dire que l'imaginaire dont je parle permettait d'interpréter des données du réel qui étaient des découvertes de fossiles qui paraissaient complètement hors de proportion avec ce qu'on connaît. Quelqu'un a-t-il d'autres questions? Olivia, peut-être le micro, hein, il me semble que... Voilà. Donc, c'était rapide, c'était Harry Potter, juste pour avoir des fans proches de moi. Donc, qu'est-ce que vous aviez à répondre? On va en parler. Harry Potter. Alors, un personnage qui m'a intéressé dans Harry Potter, c'est l'elfe de maison, Dobby. L'elfe de maison, parce que il fait partie un petit peu des déclinaisons possibles des lutins domestiques. Hein, il y a une parenté assez évidente, hein, entre les lutins domestiques. Alors, les lutins domestiques, c'est vraiment un personnage classique des campagnes. Hein, c'est celui qui fait des catastrophes la nuit. C'est celui qui fait du bruit la nuit. Quand il y a du bruit dans une ferme isolée, c'est le lutin domestique. Si le matin on se réveille, il y a tout est renversé dans la cuisine, c'est le lutin domestique, etc. Donc c'est extrêmement récurrent, c'est une lame de fond. Hein. Or, la nuit, il peut se passer beaucoup de choses. Beaucoup de choses qui nous échappent, hein, qui sont, alors, ne serait-ce que les somnambulismes, etc. Si je me lève la nuit, que je suis somnambule, que je renverse les choses, je me recouche, le matin, j'ai aucun souvenir de ça. Ouais. Donc quand je descends à la cuisine, que je vois tout renverser, qu'est-ce que je peux avoir comme moyen d'expliquer ça? Le seul moyen, c'est de mobiliser le lutin domestique. Donc, et puis pareil pour les bruits, enfin voilà, donc la nuit, c'est quand même très propice au merveilleux en général. Parce que vous voyez tout ce que ça mobilise la nuit. C'est vraiment la porte ouverte à tout. Une autre question? Oui. Vous avez visiblement une grande connaissance du monde des contes. On voit beaucoup de sorcières, mais est-ce qu'il y a des sorciers et comment ils se différencient? Par leur cerveau? Non, je ne suis pas assez spécialiste pour vous répondre là-dessus. Vraiment. Non, moi j'ai lu les contes parce que vraiment c'est une littérature que je vous encourage à lire. Hein. Il y a, chez José Corti, il y a une collection merveilleuse qui prend les contes du monde entier. Hein. Et un des bouquins que j'ai forcément beaucoup servi, c'est l'édition des contes de Grimm par une collègue grenobloise que j'ai eu la chance de rencontrer, avec qui j'ai discuté, hein, qui sont en 2 volumes. Alors maintenant, il paraît qu'en plus, c'est repris en un seul volume en poche de chez José Corti. Sur les contes de Grimm, c'est vraiment une littérature géniale. Alors, les sorciers, oui, ça existait, hein, mais vous savez, les sorcières ont été brûlées, hein, évident, ouais. Hein, beaucoup. Mais les autres personnages qui ont été beaucoup brûlés, en tant que personnages, hein, c'est-à-dire que c'était des gens qui vivaient réellement et qui étaient brûlés parce qu'on les accusait de sorcellerie, c'était les loups-garous. Oui, les loups-garous ont été aussi beaucoup brûlés. Donc, vous voyez, les sorcières et les loups-garous. Les sorciers existaient sûrement, mais c'est surtout sorcières et loups-garous. Voilà. Un esprit d'un bouchon qui vient d'arriver, assez curieusement, au fond de la salle. Une autre question? Oui?
Malgré 10 ans de travail, est-ce que certaines figures récurrentes des contes n'ont pas pu trouver d'explication Oh, beaucoup. Non, je vous rassure. Hein. Il y a vraiment le petit chaperon rouge, le petit poussé. Non, il y a beaucoup de contes qui n'ont, pour lesquels il n'y a aucune trace de neurologie. Enfin, bon, clairement. Hein. Donc, loin de moi l'idée de mettre la neurologie partout. Je pensais à, par exemple, l'ogre. Alors, oui, ensuite, il y a des choses qui sont peut-être un petit peu extra-neurologiques. Hein. Je disais les géants, les nains, les gens qui sortent un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir. Ben, à une époque, la seule façon de comprendre comment est-ce qu'une personne peut être aussi grande, alors que la plupart des gens sont fluctuent dans des normes habituelles, c'était de dire il y a quelque chose qui s'est passé qui est de l'ordre du surnaturel. Hein. Donc les ogres sont des géants avec des comportements agressifs. À nouveau, un comportement agressif, toujours un petit peu l'idée, est-ce que c'est quand même pas la réaction à une stigmatisation, à des gens qui sont mis de côté, toi tu es trop grand, tu dois avoir le mauvais œil, ou je sais pas quoi, donc allez, attends, non, il faut que je vive quand même. Hein. Et à l'époque, voilà, ils n'avaient pas les moyens de faire autrement que d'être agressif pour survivre. Donc vous voyez, géant, agressif, ça va vite. Hein. Mais non, tout n'est pas neurologique, heureusement. Hein, heureusement. Oui. Olivia? Alors, vous avez évoqué le syndrome de Klein-Levin pour La Belle au bois dormant. Est-ce que vous aviez pensé aussi au syndrome de la paralysie du sommeil, qui est encore peu connu, mais qui commence dont on commence à entendre de plus en plus parler? Oui, j'y consacre un chapitre, en fait. Ah, d'accord. Mais sur La Belle au bois dormant aussi, ou sur... Non, séparé. Ah, séparé. Alors, okay. Là aussi, c'est intéressant, parce que quand je disais la nuit, c'est propice au merveilleux, le sommeil est un véritable personnage en tant que tel des contes. Hein. J'avais regardé sur la collection des contes de Grimm, où il y a en gros, alors chiffre exact, ça doit être 203 contes, enfin 200 et quelques. Il y en a 63 où le sommeil intervient comme un élément du récit. C'est-à-dire que, vous voyez à quel point. Alors, la paralysie du sommeil, pour moi, c'est l'occasion de parler du cauchemar. Oui. Cauchemar au sens premier du terme. Cauchemar, c'est-à-dire au départ c'est coché, c'est du vieux français qui veut dire en gros étouffé, pressé, foulé. Et en fait au départ le terme correspondait à la sensation qu'on peut avoir qu'un esprit, alors souvent une petite vieille, quelque chose, vient écraser la poitrine et empêcher de bouger. Et ça c'est une paralysie du sommeil. C'est-à-dire que c'est un phénomène habituel, donc sans doute parmi vous des personnes ont déjà eu cette sensation-là, qui est à la transition veille-sommeil, soit dans l'éveil, soit dans l'endormissement, tout d'un coup, de ne plus pouvoir bouger. Pendant quelques secondes, complètement paralysé, je ne peux pas bouger. Et qui est lié, en fait, à un petit découplage entre certains mécanismes du sommeil et l'éveil. C'est-à-dire que l'éveil, il est là, et on n'est pas encore sorti de certains mécanismes du sommeil qui nous paralysent. Donc, alors, c'est angoissant, c'est stressant, d'où ensuite la prolongation du terme de cauchemar comme étant devenu ce que c'est aujourd'hui, c'est-à-dire un mauvais rêve, hein, un rêve avec angoisse. Mais au départ, c'était ça. C'était une paralysie du sommeil. Mais du coup, vous ne l'associez pas à La Belle au bois dormant. Pour vous, c'est pas... Non, parce qu'en fait, on n'a pas trop ce récit-là dans La Belle au bois dormant. D'accord. Mais en tout cas, vous commencez à l'étudier, enfin, les neurologues commencent à se pencher là-dessus, parce que c'est quand même assez nouveau quoi, d'avoir un point de vue scientifique là-dessus. En fait, pendant très longtemps, c'était décrit dans les contes, dans les mythes. Ça fait beaucoup partie du cortège de signes d'une maladie qu'on n'a pas évoquée, alors qu'elle est assez centrale dans La Belle au bois dormant, qui est la narcolepsie. Oui, exactement. Voilà, c'est un symptôme de la narcolepsie. La narcolepsie, c'est en gros les attaques de sommeil. Hein, donc mais c'est dans le livre, Plutôt jeunes qui tout d'un coup vont s'encombrer. Et qui est lié notamment à ce problème, je disais, de couplage entre les différents phénomènes associés au sommeil, qui tout d'un coup n'est pas harmonieux, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on a certains aspects qui se mettent en place, alors que d'autres ne sont pas encore présents. Et c'est aussi ce qu'on a dans la paralysie du sommeil. Mais ceci dit, la paralysie du sommeil, on peut aussi l'avoir en dehors de toute narcolepsie. Hein. C'est quand même assez fréquent. Hein. Laurent Vercueil, j'aurais pas dû entendre le bouchon sortir de la bouteille. Ça me donne envie d'arrêter la rencontre. Non, vous avez le temps de poser toutes les questions au moment de la dédicace, si vous voulez. Et je vous remercie. Je recite donc La Belle au bois d'Ortel, vraiment, avec une très belle illustration, les yeux fermés, la bouche ouverte, d'Ortel, vraiment. Voilà, aux éditions Humaine Science. Merci, Laurent Vercueil. Merci beaucoup. Merci à vous.